Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur le Lean à l'hôpital. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. Je suis Camille Lambert, chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group. Et aujourd'hui, nous aurons trois animateurs, Laurent Berger, Audrey Lemoguen et Bernard Munier. Donc du coup, je vais les laisser se présenter brièvement. Eh bien, écoutez, je vais commencer. Donc, moi, je m'appelle Laurent Berger, je suis consultant chez XL Group et j'interviens dans des secteurs très variés qui vont du secteur hospitalier jusqu'à l'industrie manufacturière. Bonjour à tous, Audrey Lemoguen, donc responsable de l'équipe des coachs en transformation aux HUG, donc l'hôpital cantonal de Genève. Je suis soignante de formation, infirmière et depuis 2016-2017, je travaille donc dans le programme Plus de temps au service des patients. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de l'équipe. C'est une équipe qui a transformé donc 78 unités dans l'hôpital depuis 2016. Et notre premier huddle était en 2017. Voilà, et donc je suis accompagnée de mon collègue. Bonjour à tous et bienvenue. Donc Bernard Munier, moi je suis aussi coach en transformation des processus médico-soignants. Je suis infirmier anesthésiste de formation et puis je suis dans ce projet-là depuis environ 5 ans. Parfait. Merci pour cette présentation. Donc, rapidement, avant de commencer la webconférence, quelques petites règles pour le bon déroulement. Donc, vos micros, vos caméras sont coupés. Ça permet à tout le monde de pouvoir suivre la webconférence correctement, même pour ceux qui n'ont pas trop de connexion. Pour ce qui est des questions, n'hésitez pas à les poser via le petit module de chat que vous pouvez retrouver en bas à droite. Nos animateurs essaieront de répondre aux questions au fil de l'eau. Et si vraiment on n'a pas le temps, n'hésitez pas à nous écrire ultérieurement pour qu'on puisse répondre à vos questions si vous en avez trop. Pour ce qui est des slides et du replay, vous recevrez un mail d'ici quelques jours avec tous ces éléments. Alors, avant de laisser la parole à nos animateurs, je vais vous présenter brièvement la société XL Group. Donc, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle et nous avons pour mission principale de catalyser votre performance globale. Nous avons différents départements qui opèrent en parfaite synergie avec une partie conseil, une partie formation et une partie certification. Nous sommes une trentaine de collaborateurs vraiment mobilisés à vos côtés avec une partie consultant et une partie fonction support. Nous sommes implantés en France depuis plus de 35 ans avec notre siège qui est basé à Montbonneau-Saint-Martin près de Grenoble et nous avons également une filiale à Lyon. Nous avons également des antennes à Lyon, Paris, Lille et Reims. Et nous avons également une filiale en Suisse que nous avons créée en 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus. Je vais maintenant laisser la parole à nos animateurs et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Bien, merci Camille. Donc, nous allons démarrer cette webconférence. Déjà, merci à tous pour votre participation et pour votre intérêt sur le sujet. Quand on regarde les participants, il est intéressant de constater à quel point vous êtes issus de secteurs professionnels très différents, acteurs ou pas du secteur hospitalier. Nous avons même des collaborateurs des HUG et je pense que ce sera intéressant pour tout le monde puisque vous allez voir à quel point la présentation que vont vous faire Audrey et Bernard est inspirante parce que nous sommes vraiment au cœur de la mise en pratique concrète des principes du Lean dans un environnement à quel point complexe comme les hôpitaux, et en particulier comme les HUG, puisque les HUG, c'est quand même 12 000 personnes. Donc voilà, il faut bien coordonner tout ça. C'est un sujet qui nous passionne en tout cas, et donc nous sommes ravis de partager cette expérience avec vous. Donc aujourd'hui, nous allons développer la présentation en 5 étapes. La première partie, ça va être les intérêts du Lean à l'hôpital. Alors on connaît, pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez l'intérêt du Lean dans des milieux peut-être plus industriels. L'hôpital a ses particularités et ça sera intéressant de mettre certains d'entre eux en relief. Et donc, de fait, l'approche à l'hôpital, elle a ses spécificités. On n'aborde pas une démarche Lean à l'hôpital comme on pourrait l'aborder dans d'autres environnements. Ensuite, Audrey et Bernard vous présenteront plus particulièrement et plus précisément le programme de Plus de temps au service des patients, des HUG. Et ensuite, nous déroulerons leur mise en œuvre de ce programme étape par étape
depuis la phase définir jusqu'à la mise en application. Et puis évidemment, derrière, une fois qu'on a passé les premières étapes de déploiement, eh bien, cette amélioration continue, il faut être en mesure de la faire vivre. Alors, c'est pas la bonne souris, pardon, je ne passais pas les slides. Donc, quand on parle du Lean à l'hôpital, il est évident que quand on arrive dans un hôpital, une des premières choses à laquelle on est confronté, c'est évidemment le fonctionnement des hôpitaux. Les hôpitaux fonctionnent H24, 7 sur 7, il n'y a jamais d'interruption. On est confronté, ou en tout cas, le système fonctionne avec des flux multiples, que ce soit de patients, d'informations, de médicaments, de linge et j'en passe. En tout cas, tout ça nécessite une grande coordination pour bien fonctionner. Une des particularités du secteur hospitalier, c'est que c'est un secteur qui a l'habitude de s'améliorer, de s'adapter et de s'améliorer continuellement. Pour faire face à des mutations technologiques, pour faire face à des contextes qui peuvent évidemment varier. Et puis, on entend tous parler des difficultés de l'hôpital, que ce soit des difficultés en termes budgétaires, que ce soit même parfois des difficultés en termes de recrutement. Donc, tous ces enjeux-là sont à prendre en considération quand on arrive dans le milieu de l'hôpital. L'application des principes du Lean va simplement nous aider à structurer et apporter de la méthode pour l'amélioration des activités au quotidien. Décidément, cette souris. On part du principe que là, aujourd'hui, avec Audrey et Bernard, on va beaucoup vous parler des unités de soins. Mais quand on parle de Lean dans le secteur hospitalier, on va également toucher des secteurs plus administratifs, plus techniques, avec les flux logistiques, des flux de maintenance, et évidemment des flux de production, au sens noble du terme, j'ai envie de dire, de production pharmaceutique, par exemple. J'ai un peu de mal avec la souris, excusez-moi. Donc maintenant, nous allons détailler un peu ça, mais un des points particuliers de l'hôpital, c'est que nous sommes dans un environnement qui est quand même à vocation humaniste. Donc quand on va commencer à parler de Lean dans un hôpital, il peut y avoir des craintes de la part des collaborateurs parce que le Lean peut être considéré comme, avant tout, comme une approche industrielle et parfois déconnectée des réalités humaines et donc en particulier d'un système de soins. Il est donc capital, quand on se lance dans une telle démarche, de donner du sens à l'amélioration, à la démarche d'amélioration, de rassurer sur nos intentions et de construire la démarche dès le début avec les équipes. Et c'est effectivement un point commun avec d'autres secteurs d'activité, mais c'est un point de vigilance particulier quand on est dans le secteur hospitalier. Mais merci Laurent de nous donner la chance de parler de ça, car vraiment pour nous, déjà j'aimerais commencer par dire que plus de temps au service des patients, on est un programme, mais on n'est pas les seuls à faire du Lean dans l'institution. Enfin voilà, on est une petite partie d'application de méthodo Lean dans l'institution. Ça, c'est la première chose. Et pour éviter justement que ce soit tout le temps ramené à l'industrie, nous, c'est vraiment quelque chose où on fait vraiment attention au quotidien. Et évidemment, donc c'est pour ça qu'on cherche à donner du sens. On valorise beaucoup les équipes. On essaye de renforcer par ces méthodes leur sentiment d'utilité et d'appartenance, tout en se centrant sur les patients. Merci. Et donc, on va poursuivre. Et donc, vous avez bien compris que dans ce contexte, eh bien, on va être directement confronté à ce qu'on appelle, nous, l'équation du changement. Alors, l'équation du changement, pour la présenter simplement, elle est constituée de 5 grands facteurs. Le premier facteur, c'est la vision. La vision, c'est quelle est l'intention, quelles sont les intentions de l'institution. Pourquoi l'institution se lance dans une telle démarche. Le deuxième facteur, c'est l'incitation. L'incitation, c'est la question que vont se poser les collaborateurs. Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, collaborateur de l'institution? Les compétences, c'est un des points importants parce que c'est ce qui va permettre de donner aux collaborateurs la capacité d'agir. Si on ne leur donne pas les compétences, et quand on parle de Lean, le Lean, ça peut être très abstrait, on va leur expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste.
Les ressources, évidemment, un des points de vigilance quand on se lance dans un projet, c'est d'être capable de répondre derrière. Donc, on va s'assurer que l'on a bien les ressources nécessaires au déploiement. Les ressources d'accompagnement, c'est le job d'Audrey et de Bernard. Les ressources dans les unités, c'est du temps. C'est du temps qu'il va falloir libérer. C'est aussi quelques moyens financiers pour apporter des petites améliorations. Et évidemment, on a besoin d'un plan d'action qui soit robuste. Un plan d'action robuste, c'est d'abord un plan d'action qui est réalisé. Ce que l'on recherche dans le Lean, dans l'amélioration continue, c'est la réalisation des actions. Si l'on n'a pas la vision, on va créer de la confusion sur les intentions. Si on n'a pas l'incitation, on va créer du changement progressif. Parce que les collaborateurs et les opérateurs vont avoir besoin de comprendre finalement ce que la démarche va leur apporter. Si on ne leur donne pas les compétences, on va générer de l'anxiété. Et si les ressources ne sont pas disponibles au moment où on en aura besoin, si on ne se donne pas les moyens d'agir, eh bien on va créer de la frustration. Et dernière étape, c'est le plan d'action. Si ce plan d'action n'est pas suivi avec rigueur, eh bien on va créer un faux départ. Et derrière, il sera extrêmement difficile de réenclencher une dynamique avec des collaborateurs impliqués. On va passer à l'étape suivante. Donc, quand nous sommes dans un hôpital, nous avons évidemment nos 3 voies. Les 3 voies, ça va être la voie du patient. En quoi la démarche va apporter des bénéfices pour le patient. La qualité des soins, les hôpitaux, c'est leur première priorité. Si on peut améliorer la fluidité, en revanche, du parcours du patient pendant son séjour, eh bien, ce sera un plus qui sera apprécié par les patients. Vous verrez qu'on a des exemples sur la satisfaction des patients que vont vous présenter Audrey et Bernard. Pour les équipes, ce que l'on va rechercher, c'est une réduction des pertes de temps. C'est être à la recherche de moins de stress. Et ça va passer, entre autres, par une coordination interprofessionnelle de tous les instants. Et puis, pour l'institution, on va rechercher l'efficience clinique. L'efficience, c'est d'une part la notion économique, il ne faut pas se le cacher, il y a des contraintes économiques dans un hôpital. C'est aussi la sérénité des équipes. On a parlé tout à l'heure de la difficulté parfois de recruter, au regard des conditions que l'on peut vivre dans certains environnements. Eh bien, l'institution a tout à gagner à avoir des équipes qui sont les plus sereines possibles. Donc maintenant, nous allons passer à comment déployer cette démarche, cette approche Lean dans un hôpital. Et on va s'appuyer sur ce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, c'est-à-dire les étapes du DMAIC. Le DMAIC, c'est définir, mesurer, analyser, innover et contrôler. Et donc, pour chacune de ces phases, on va avoir des sous-étapes. On va utiliser un certain nombre d'outils. Le tout étant d'être capable de mettre ça en musique, de façon à être très concret sur les applications terrain, et faire ça, évidemment, avec l'implication forte des équipes. C'est donc maintenant ce que vont vous présenter Audrey et Bernard. Je vais leur céder la parole, c'est surtout eux qu'il faut écouter. Ce sont des gens de terrain, ce sont eux qui mettent en œuvre tous les jours, qui vivent l'hôpital au quotidien, qui participent et échangent avec les collaborateurs. Donc, je vous laisse la souris. Alors voilà, succinctement, je vais essayer de vous présenter le programme Plus de temps au service des patients. Je pourrais en parler pendant 2 heures, donc je vais essayer d'être concise et resterai à disposition, évidemment, si derrière vous avez plus de questions. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, ce programme, il est né en 2016. Enfin, il a commencé à émerger en 2015, après quelques constats. Le premier constat, c'était une excellente satisfaction de nos patients, mais malgré tout, voilà, 1 patient sur 3 était insatisfait de l'organisation de la sortie. 1 patient sur 3 n'avait pas trouvé en fait le soutien moral qu'il avait besoin durant son parcours dans notre institution, et 1 patient sur 3 était insatisfait par la coordination du traitement. 2-3 petits exemples. Coordination de la sortie. J'ai vu que vous ne faisiez pas tous partie des institutions de santé. Et l'organisation de la sortie, ça pourrait être un patient qui a déjà appelé ses proches pour sortir, mais qui attend
les papiers de sortie, et puis le chirurgien est encore au bloc opératoire et les papiers de sortie ne sont pas prêts. Donc voilà, ça retarde sa sortie et son organisation, et voilà, c'est pas en adéquation avec ses besoins. Un exemple pour le soutien moral, je crois que c'est assez clair, mais en tant que soignant au quotidien, ça fait assez mal en fait de voir qu'on a un patient sur 3 qui n'a pas trouvé le soutien attendu, car on a toujours ce sentiment d'être soutenant et de prendre du temps avec les patients dont on a la charge. Un patient sur 3 est insatisfait de la coordination du traitement. Je vous donne un exemple. C'est le médecin qui passe voir le patient tout seul, donc sans l'infirmière qui est en charge, et qui donne l'information au patient comme quoi il peut sortir. Et puis derrière, le physiothérapeute qui naît en France repasse et dit « Ah mais non, avec vous, j'ai pas fini en fin de compte. Vous n'avez pas monté les 10 marches, donc c'est pas possible. » C'est ça qu'on appelle une coordination de traitement. Donc en tout cas, toutes les personnes qui gravitent autour du patient ne sont pas alignées. Et voilà, ça va être tout ça notre enjeu. Une insatisfaction aussi au niveau des collaborateurs. Donc là, ce n'était pas sorti chez nous, mais c'était sorti au CHUV, mais pour nous, c'était exactement la même chose. Les médecins santé qui passaient 3 fois plus de temps devant leur écran qu'avec leurs patients à cause de l'administratif, etc. Et puis, des problématiques qui reviennent assez régulièrement à ce moment-là. Donc, une information aux patients, je vous l'ai dit, hein, pas tout le temps alignée, ou des pertes d'informations, un manque de visibilité, un manque d'aperçu, je dirais, de vision globale de l'unité. Des soucis aussi au niveau du matériel, beaucoup de surstockage au niveau des médicaments, mais pas que, hein, au niveau de tout ce qui est matériel dans une unité de soins, qui va du matériel de linge au matériel de toilette, de nombreuses interruptions. Ça, c'est hyper important parce qu'au quotidien, ça touche les collaborateurs et les patients. C'est-à-dire que les patients se font interrompre dans le temps protégé en fait avec leurs soignants et les collaborateurs se font interrompre par d'autres collègues. Donc au niveau sérénité, on n'était pas bon. Donc voilà, l'enjeu de départ, le constat de départ, c'était une insatisfaction des patients, une insatisfaction des collaborateurs et des problèmes récurrents, transversales dans notre institution. Donc du coup, comme dans beaucoup d'institutions, on a eu des visions stratégiques. Nos visions à l'hôpital cantonal, donc c'est tous les 5 ans, en tout cas actuellement. Et la direction a donc décidé de mettre le paquet sur un programme plus de temps. D'abord, plus de temps pour les patients qui s'est transformé ensuite à plus de temps au service des patients et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on a commencé dans la première vision qui s'appelle 2020, c'est-à-dire de 2020 à 2025. Et ensuite, on a été reconduit à la vision 20+5. Nos enjeux, donc, c'est simplifier les processus, repenser l'activité médico-soignante et améliorer la communication. Alors, à plusieurs niveaux, hein, entre soignants, patients et de manière interprofessionnelle. Alors, comment ça se déroule? Donc, on s'est inspiré en fait de la démarche Lean et d'abord, on s'est beaucoup appuyé sur la philosophie, c'est-à-dire le respect de chacun. Le respect de chacun, ça peut paraître assez bateau hein, quand on en parle comme ça, mais c'est le respect du travail de l'autre, c'est le respect évidemment du patient, mais c'est le respect de ses besoins. Et pour prendre en compte ces besoins, il faut les connaître. Ensuite, on s'est beaucoup appuyé et on s'appuie encore beaucoup sur essayer d'éliminer les gaspillages. Alors, il y en a de nombreux, hein, j'en ai déjà un petit peu parlé, le surstockage, les interruptions, mais Bernard en parlera plus par la suite. Et donc, on a essayé plutôt d'optimiser ce qui crée de la valeur pour les patients, d'éliminer les gaspillages et essayer de réduire ce qui crée de la valeur. Dans une institution de santé, on peut donner l'exemple, qu'est-ce qui crée de la valeur?
Pour le patient, ça nous paraît assez clair. Mais par contre, qu'est-ce qui soutient la valeur? Ça peut être la documentation. On est obligé de documenter, mais peut-être qu'on peut essayer de réduire un petit peu. Ensuite, on souhaite nous centrer patients, c'est-à-dire centrer nos organisations vers les patients et en prenant en compte leurs besoins, en fournissant toutes les prestations aux patients. Et ensuite, on s'est appuyé sur plusieurs tactiques. Donc, on n'a pas pris purement les tactiques du Lean, mais en tout cas, on en a 9, dont rendre les événements visibles, donner aux patients tout ce dont il a besoin, etc., etc. Alors, un enjeu de taille, Laurent en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, dans une institution de santé, on a ce qu'on appelle les 9 flux de médecine. Alors, cette slide, elle paraît un peu complexe comme ça, mais en fin de compte, donc on a tout le personnel soignant qui gravite autour des patients. Nous, on a le HUG, donc universitaire, recherche. On a tout ça aussi à coordonner, les traitements, le matériel, les informations, l'appareil, les infrastructures, le contrôle des procédés. Et puis, au milieu de ça, il y a nos patients. L'enjeu au quotidien pour tous les collaborateurs, c'est de coordonner tous ces flux en prenant en compte les besoins des patients, alors les besoins somatiques, physiologiques, et puis les besoins où on pourrait passer à côté des besoins plus personnels. Alors, comment faire pour tout coordonner? C'est pas simple. Si je prends l'exemple du flux d'informations, donc le patient a besoin d'informations, les soignants ont des informations, les médecins en ont d'autres, l'administratif en a d'autres. Donc voilà, c'est essayer de coordonner ça au mieux pour éviter les pertes d'informations, j'en parlais tout à l'heure, les gaspillages, et le redondance aussi, ça serait un autre gaspillage, et puis surtout les pertes d'informations. Et centrer tous ces flux vers les patients. Voilà. Après cette courte présentation du programme, donc nous sommes une équipe pluriprofessionnelle. Des collaborateurs viennent dans notre équipe. En fait, on a une partie d'équipe qui est pérenne et puis une équipe qui est les ambassadeurs. Voilà, pour nous, c'est très important ce terme-là. On est une équipe pluriprofessionnelle car on a une médecin, des 4 soignants, 4 techniciens en radiologie, techniciens en salle d'opération, des gens de terrain, des personnes du service support. Et puis, concernant les ambassadeurs, c'est des personnes qui viennent chez nous pendant 1 ou 2 ans, ça dépend, et qui repartent dans leur département ou dans d'autres départements. Et nous, c'est des vrais relais. Ça permet de favoriser la pérennisation dans les autres unités où on est passé. Toutes ces personnes, voilà, c'est une histoire d'équipe, c'est une histoire humaine. Chacun, on contribue à l'amélioration continue à l'interne dans notre programme. Donc là maintenant, simplement, on va passer sur le focus étape par étape. Donc tout à l'heure, on vous a fait un rappel sur les étapes du DMAIC. Maintenant, Audrey et Bernard vont vous présenter concrètement par de l'exemple et beaucoup d'illustrations de ce qu'ils ont pu réaliser pour chacune de ces étapes. Alors, on va évidemment se calquer sur la démarche, le DMAIC. Alors, si on prend la première phase, alors on a calqué un petit peu notre mode de faire en fonction de ce DMAIC. La phase définir, donner du sens à la démarche et fixer un cap. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fixe un cap? Comment on va donner une vision, une incitation, l'incitation pour les collaborateurs à participer à ce projet? Et puis, comment on va leur donner la compétence? Donc, le périmètre, il est cadré. On a un copil, on a un soutien hiérarchique, on a un copil qui va finalement déterminer les ambitions de ce projet. Il va nous dire finalement les ambitions de ce projet, il est ciblé, il va nous donner aussi le périmètre et puis des ambitions claires sur lesquelles nous, on va construire, donc avec une équipe projet,
On va aussi discuter aussi avec les personnes qui sont les personnes clés, les personnages clés de ce projet. On va faire ce qu'on appelle des nemawashi, l'histoire d'aller voir la propension au changement, d'aller voir finalement au plus près des cadres, quelle est leur vision du changement, quelle est leur propension au changement, finalement jusqu'où ils ont envie d'aller. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis on peut aller aussi voir, nous on va aussi tester finalement leur envie de changer, leur degré d'implication dans les changements qui vont venir. On a aussi une équipe terrain donc, qui est une équipe projet qu'on va construire avec des gens, avec des pluriprofessionnels qui sont là pour vraiment nous donner la réalité de ce qui se passe auprès du patient. Et puis, on fait toute une phase aussi de formation. Donc, la formation, c'est les impliquer un peu dans la méthode, c'est leur donner un petit coup d'avance sur la méthode et leur donner des grands principes du Lean, et puis petit à petit les amener à réfléchir de manière un peu différente. Donc ça, c'est tout un process, mais on le fait en tout cas dès les premiers instants des rencontres avec les équipes. On peut aussi céder certains outils comme vous voyez le RACI qui va permettre d'identifier les rôles et les responsabilités de chacun dans le projet. Alors, le projet, il a un début, il a une fin. Alors, vous allez me dire, tous les projets, c'est un peu comme ça. Nous, on tient beaucoup à ça. C'est probablement ambitieux. On n'a quasi aucun projet qui n'a pas eu une fin. Il y a des projets qui ont été décalés. Il y a des projets qui ont duré un petit peu plus longtemps que prévu. Il y a un seul projet qui a dû être arrêté pour d'autres raisons. Mais on a un début, on a une fin et on y tient vraiment pour qu'il y ait une certaine cadence et qu'on ne perde pas les collaborateurs en route. Donc, il faut plusieurs mois pour arriver à un résultat. En général, on a 4 mois à partir de la phase initiale. Donc, la première phase, la phase initiale, on prépare le terrain, on fait ce qu'on appelle un lancement de projet, on revoit les ambitions et puis on donne ce premier volet de formation dont je vous ai parlé. On va s'aligner sur les ambitions, ça c'est important, s'aligner sur les ambitions entre les chefs de projet et puis l'équipe projet. La deuxième phase, et on va la détailler un peu plus ensuite, c'est une phase d'observation sur le terrain. C'est ce qu'on appelle le Gemba. On va voir sur place comment ça se passe et puis on analyse vraiment la réalité concrètement. Et puis après, on a une phase qui est, je dirais, assez longue, que vous voyez représentée sous forme de workshop. Il y a 7 workshops en général. Et puis, on fait au milieu une journée d'essai. C'est-à-dire qu'on va tester les solutions qu'on aura déjà imaginées. Donc, journée d'essai et ensuite, 7e workshop, vous voyez, on a après un go live. Alors, la particularité, c'est qu'on lance toutes les solutions en une seule fois. Et puis, on accompagne évidemment ce go live. On l'accompagne pendant en tout cas 15 jours, nous, au niveau de l'équipe, plus de temps au service des patients, mais aussi au niveau des coachs qui ont travaillé avec nous sur l'ensemble de ce projet. Tout le volet, donc l'étape ensuite, c'est plutôt la pérennisation du projet et puis l'amélioration continue dont on vous parlera en fin de présentation. Alors Bernard en a parlé, une des phases clés, c'est de donner les outils aux collaborateurs pour qu'ils puissent comprendre la démarche, qu'ils puissent y contribuer avec les compétences minimum utiles au projet. Alors, pour ça, on a plusieurs étapes. On a les formations, les initiations au démarrage du projet. On est sur des choses relativement simples. Et puis, on va avoir petit à petit besoin d'avoir des relais avec des compétences un peu plus développées. Et donc là, on a associé un programme de formation qui vont du Yellow Belt jusqu'au Green Belt avec cette fois-ci des formations sur les principes du Lean, sur l'application du Lean, mais vraiment centrées sur des cas d'emploi à l'hôpital. On peut passer à la prochaine. On a une jolie question pour nous aider à l'enchaînement. Merci Régis. Ouais. Donc effectivement, on va sur le terrain, on va observer sur le terrain comment on fait pour accompagner les collaborateurs. On leur apprend finalement, on les encadre, on les accompagne pour observer. On a une phrase assez type, mais c'est ouvrez de grands yeux, de grandes oreilles, une petite bouche. C'est-à-dire que vous regardez ce qui se passe, vous posez des questions.
Étonnez-vous. Vous vous étonnez sur ce que vous voyez, et puis à partir de là, effectivement, vous prenez cette dimension un petit peu vision hélicoptère, c'est-à-dire qu'on prend un petit peu de recul, on regarde ce qui se passe sur le terrain, et là on voit des choses très bien, puis on voit des choses qui sont à améliorer. Donc c'est vraiment comme ça, on les accompagne, on est avec eux, on fait tout cet aspect de formation pendant une journée, on leur fait des exercices sur les gaspillages. Quels sont les gaspillages que vous imaginez voir dans l'unité? Donc ça, on fait ça avant. Et puis quand on est sur le terrain, effectivement, ils se rendent compte que finalement, il y a des gaspillages qu'ils n'avaient pas imaginés, des choses qu'ils n'avaient pas vues. On peut s'aider d'outils assez, disons, classiques, je dirais, des diagrammes de flux, des VSM, on va en parler. Nous, on a plusieurs, on fait des tablettes en fait, et puis on fait un programme, on organise notre journée, on donne des missions à chacun, on fait des observations fixes dans un couloir, dans une chambre de patient, des suivis de collaborateurs, des suivis de médecins pendant la visite médicale, des suivis d'ergothérapeutes, de physiothérapeutes, de diététiciens. Et puis, on établit, en fait, on regarde quels sont les points forts dans l'organisation et quels sont les problèmes qu'on va identifier. On a des tablettes avec les gaspillages. Vous voyez la tablette en bas à gauche. On va cibler tous les gaspillages qu'on peut trouver dans l'unité et on note à chaque fois les gaspillages pour après, effectivement, arriver à avoir une photographie au plus juste, au plus près des collaborateurs du fonctionnement de l'unité. Alors, ce que vient de vous présenter Bernard, en fait, c'est fondamental parce que au-delà de la participation individuelle des collaborateurs dans la recherche des gaspillages, là, l'intérêt du collectif, c'est que ça va permettre d'aligner les équipes sur ce qu'est un gaspillage. L'échange, il est très important puisque à l'issue de ces tournées de terrain, chacun va dire, voilà, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. D'autres ne l'auront pas vu et surtout, donc ça va permettre d'aligner, d'avoir une vision commune sur ce qu'est un gaspillage et aussi sur notre exigence commune finalement par rapport à ces gaspillages. Donc là, ce que vous voyez maintenant à l'écran, ce sont les outils de cartographie. Alors, la phase d'observation terrain, fondamentale, indispensable. Les cartographies, on va faire un peu au juste nécessaire. Ça va dépendre des situations, des contextes, des environnements, mais bien souvent, néanmoins, il est plutôt sain de faire une cartographie du flux. Alors, une cartographie du flux, finalement, qu'est-ce qu'on va rechercher? C'est qui fait quoi, qui passe une information à qui prend le relais de qui dans les actes, et puis derrière, quel temps ça me prend. Et une fois qu'on a terminé ça, on va aller capter les irritants ou les problématiques et on va être capable, puisqu'on aura cartographié, d'associer chacun de ces problématiques ou de ces irritants à une séquence particulière du flux. Donc là, vous avez deux exemples. Vous avez sur la partie haute ce qu'on appelle, nous, un diagramme de flux. Donc les post-it bleus à gauche, ce sont les intervenants dans le flux. Et puis les post-it jaunes, pour chaque intervenant, on a une ligne de nage. Et donc les post-it jaunes, c'est ce que fait chaque intervenant. Et là, on va avoir une lecture par ligne. Mais ça va nous permettre de lire l'histoire. Le diagramme de flux nous permet de raconter l'histoire de l'activité. Sur la partie basse, en bas à gauche, vous avez une VSM. Donc là, le premier cas, c'était le diagramme de flux, on était dans un service de consultation ambulatoire. Là, sur la VSM, on est à la recherche, cette fois-ci, de capacité, mais capacité dans les blocs opératoires. Donc là, on va aller rechercher, en fait, tout ce qui peut faire qu'un bloc opératoire est utilisé et pas forcément utilisé sur les étapes de valeur ajoutée. Sur la partie droite, là, on a les diagrammes spaghetti. En fait, ce sont les déplacements. Donc, on va aller regarder les déplacements des collaborateurs, les déplacements des patients, et puis les déplacements éventuellement de matériel. C'est ce qu'on fait beaucoup, nous, lors de tous les Gemba, des diagrammes spaghetti, effectivement, des tranches horaires. On va suivre un collaborateur sur une tranche horaire, et puis on le suit sur le plan de l'unité. Et puis après, on arrive à voir aussi tous les trajets qui sont faits, les gaspillages, les rangements de matériel inadéquats. On arrive vraiment à trouver des pistes d'amélioration qui sont intéressantes. Et c'est assez factuel et très, très, très parlant vis-à-vis des équipes. Alors, j'ai oublié de préciser qu'évidemment, quand on parle des cartographies, là, ce n'est pas le manager qui remplit les post-it. Ce sont les collaborateurs. Ce sont les collaborateurs et eux seuls qui sont capables de décrire avec la justesse nécessaire leurs activités. Et j'ai oublié de parler d'un point important dans la phase mesurée, c'est que vous le voyez
l'image du diagramme de flux, vous avez des Pareto, vous avez en tout cas de l'analyse graphique, c'est de capter des données. C'est-à-dire que l'observation, c'est une chose. Derrière, arriver à mettre des temps, arriver à mettre des quantités, des fréquences, avec de la donnée factuelle, eh bien, ça va nous aider par la suite à hiérarchiser et à hiérarchiser nos problématiques. Alors, si je poursuis dans la phase analysée, on est à la fin du Gemba, on va analyser finalement, on va faire ressortir les points forts, on va les regrouper, on va se dire les points forts, vous voyez, il y a un exemple, c'est l'ambiance, c'est la sérénité, c'est l'entraide. Ces points forts, on va construire sur ces points forts-là. Il y a des points forts dans toutes les unités, il y a des points forts dans toutes les organisations, donc on construit sur ces points forts. Et puis après, on regroupe aussi tous les points qui sont améliorés. Et puis on va les prioriser. On va se dire finalement, qu'est-ce qui est le plus important. On va aussi aller creuser finalement dans ces points forts, dans les points d'amélioration, pardon, les causes racines. Se dire finalement, il y a un problème de stockage, de gestion du matériel, d'où il vient, pourquoi c'est comme ça. Donc on fait soit des 5 pourquoi, soit on fait des analyses, on fait des Ishikawa pour aller chercher un peu les causes racines. Et puis après on priorise parmi ces causes racines, qu'est-ce qu'on va améliorer et comment on peut améliorer tout ça. On traduit tout cela sous forme de priorité de mise en œuvre. On va prioriser nos actions, donc on va déterminer 3 ou 4 priorités de mise en œuvre en les creusant finalement, en faisant des A3, alors je dirais des A3 simplifiés, hein, on utilise ce modèle-là. On va recreuser le pourquoi, on va se dire pourquoi on a parlé de cette priorité de mise en œuvre. On va commencer à parler de solutions. Donc nous, on a un panel de solutions qui existe, mais effectivement, on recherche les solutions qui viennent aussi des collaborateurs et puis d'adapter ces solutions en fonction de la particularité du terrain. Et puis, on se base aussi sur des indicateurs, les indicateurs qu'on peut avoir. Là, vous avez questionnaire satisfaction patient, questionnaire satisfaction collaborateur. Et puis, on aime bien aussi leur faire dessiner, finalement, leur dire, c'est quoi la situation idéale souhaitée? Comment vous imaginez la situation idéale? Et alors, de temps en temps, on a des dessins peut-être un peu plus explicites que celui-là, mais il y a des dessins de temps en temps qui sont assez explicites et qui donnent vraiment une belle direction. Alors, on a une question qui concerne en fait qui participe et qui met en œuvre ces actions en ligne. Avec, est-ce que c'est du personnel interne, soignant, qualité, cadre? Alors, je dirais les 3. Tout le monde contribue en fait. Tout le monde contribue. On essaye vraiment d'impliquer l'ensemble des collaborateurs qui sont dans le périmètre de l'unité. Donc vraiment, c'est quelque chose d'interpro et chacun a une part à amener, à apporter et puis une direction à prendre pour qu'on aille vers ces changements. Et puis autre question, c'est on peut la prendre aussi. C'est effectivement, est-ce que, là on vous parle d'unité de soins, mais le Lean dans les hôpitaux, on va le trouver partout. Et les HUG en sont d'ailleurs un parfait exemple. Là, je vois qu'on parle de supply chain. La direction logistique des HUG est parfaitement impliquée et s'implique fortement dans des actions d'amélioration basées sur les principes du Lean. On peut dire la même chose sur les parties exploitation qui vont couvrir les parties techniques et les parties, par exemple, même restauration. Donc oui. Alors après, est-ce que ça se fait en même temps? Pas forcément. Il y a des hôpitaux qui vont déployer à peu près plusieurs sujets en même temps sur différents types d'activités. D'autres, ça va se faire à la vitesse et en fonction du moment où on en ressent le besoin. Et puis, si je peux parler pour notre équipe, donc plus de temps au service des patients, nous, notre cœur de métier, c'est évidemment les unités de soins, parce qu'on est centré patient. Mais au-delà de ça, on nous demande aussi de réaliser des diagnostics dans d'autres endroits et on a commencé à faire d'autres projets avec les transporteurs, les brancardiers, un projet enthousiasmant. Enfin, voilà, nous, on sortait de notre zone de confort. Mais comme quoi, dès qu'on écoute les équipes et qu'on crée avec eux, la méthode, elle fonctionne.
On poursuit donc dans la phase innover. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour l'innovation? Donc, vous avez vu, je vous ai décrit le projet, le cœur du projet, où on est dans des ateliers, on fait des ateliers avec les collaborateurs. Et puis, on va, lors de ces ateliers-là, construire des solutions, tester des solutions, simuler des solutions. Vous voyez là un tableau patient, je vous en parlerai juste après. On le fait simuler, on le fait construire par les équipes. Et puis, on construit petit à petit ces choses-là. Et on va les tester à un moment donné au milieu du projet pour pouvoir encore les améliorer avant de faire un lancement complet. Donc, ce sont vraiment des ateliers importants qu'on anime, qu'on prépare. On passe beaucoup de temps, d'énergie à animer ces ateliers. Et là, c'est des ateliers interpro. Je reprends, si on parle par exemple de problèmes de transport, on peut inviter un des responsables des transports, on peut inviter des services support en fonction évidemment des demandes et des problématiques. Et ça rejoint une des questions qui vient d'être posée, c'est comment mesurez-vous le ressenti des équipes? En fait, le ressenti des équipes, on ne va pas le mesurer uniquement par un questionnaire derrière un écran. C'est par le biais de ces ateliers qu'on va vraiment ressentir ce que vivent les équipes, quelles sont leurs éventuelles frustrations et quel est derrière leur ressenti quant à ce que les actions pourraient améliorer dans leur quotidien. Et puis, on en parlera un petit peu plus tard dans une autre partie. Alors, la phase innovée, vous avez là un panel de solutions que les collaborateurs ont construit, ont trouvé. Donc, on remet toutes ces solutions en les centrant patient. On regarde, vous voyez, il y a le patient qui est au centre. Et puis, on met tous ces post-it pour se dire, finalement, qu'est-ce qui est centré patient, qu'est-ce qui est centré collaborateur, qu'est-ce qui est centré équipe au sens large ou qui touche plus l'organisation ou la gestion. On a un panel d'une quinzaine de solutions parce qu'on a la vision Hugues, la vision des hôpitaux universitaires, c'est-à-dire on a quelques solutions phares qu'on va déployer partout. Et puis de nouveau, ce que je vous ai dit, mais vraiment j'insiste, on adapte aussi des nouvelles solutions en fonction des problématiques terrain. Et ces solutions-là, elles sont toutes liées entre elles. Donc effectivement, ça justifie le go live, ça justifie un go live pour toutes les solutions en une seule fois, parce que ça a peu de sens d'en déployer une et puis de déployer les autres quelques mois après. On déploie toutes les solutions en même temps. Alors, comment on innove? On a cette notion de transversalité, donc on doit améliorer la coordination. Ça, c'est un volet qu'on retrouve quand on fait des Gemba partout. Donc, on améliore la coordination. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on détermine avec les équipes des rituels journaliers dans les unités de soins. Ces rituels, alors, vous voyez un chronomètre qui vous détermine les 24 heures, mais on structure des transmissions équipes. On met en place des points de coordination qui sont plus au niveau des secteurs soignants ou médico-soignants. On établit une communication structurée avec le patient. C'est quoi? Je vous expliquerai juste après. On fait des huddles, donc des réunions interprofessionnelles à des heures déterminées, où là, tous les collaborateurs doivent être présents. Et on fait une visite médico-soignante structurée qui a un début, une fin. Donc, on travaille aussi ça avec les médico-soignants. Et puis, vous voyez un plan du jour qui est affiché dans toutes les unités réorganisées, où là, ça donne le tempo. Ça permet aussi aux nouveaux collaborateurs, aux intérimaires de venir et de savoir un peu comment est organisée l'unité. Donc, c'est vraiment jalonné de pas mal de rituels. Une solution phare qu'on déploie dans les unités, et de nouveau, je vais peut-être avoir des questions là-dessus, mais c'est à effectif constant. Donc, on revoit les processus, on réorganise, on voit qu'il y a beaucoup d'interruptions, on voit que les soignants ne peuvent pas faire un soin de A jusqu'à Z auprès du patient. Donc, on met en place des soignants coordinateurs dont le rôle essentiel, c'est de protéger les interruptions. C'est de protéger ses collègues contre toutes les interruptions qu'on peut avoir dans une unité, que ce soit le téléphone, que ce soit les brancardiers qui viennent, que ce soit les départs de patients pour des examens ou pour des transferts de flux d'unités, les entrées, les sorties. Donc, cette personne-là va coordonner tout ça et puis protège, vraiment, le rôle, c'est de protéger les autres des interruptions. Chaque solution qu'on met en place, vous voyez au milieu, là, il y a un standard. Donc, on se dit, il faut standardiser les choses. On fait un quoi, un comment, un pourquoi.
Et à chaque solution, vous avez un standard qui est en regard. Ce qui me permet de rebondir sur une des questions d'Hicham, qui notait qu'en fin de compte, souvent, ce que vous aviez observé, c'est qu'il y a des incohérences par rapport aux différents collaborateurs. Le standard participe justement à diminuer cette variabilité entre les différents collaborateurs. Mais évidemment, c'est un changement et ce n'est pas simple. Donald, tout à l'heure, vous demandiez si de modifier les processus, si on avait été obligé de faire ça. Oui, on est obligé de le faire, car le risque, c'est de rajouter une nouvelle organisation sur une organisation existante. Et là, du coup, on est encore plus dans les gaspillages. Et ça demande vraiment un accompagnement au changement. Toujours dans la phase innovée, donc on met en place des huddles, les huddles interprofessionnels. Les huddles, ce sont des moments, c'est le moment le plus important de la journée. Donc c'est 7 minutes, c'est un moment interpro. Vous voyez une photo où il y a tout le monde, c'est dans un couloir, effectivement, on réunit tout le monde. C'est pas anodin, on fait ça dans un couloir parce qu'effectivement, dans un couloir, on est debout, on est concentré sur la personne qui va parler, on ne fait rien d'autre. Et puis effectivement, on va rechercher l'interpro, on va rechercher les moments importants de la journée, on va chercher d'aller voir la charge de travail de chacun des collaborateurs. On demande, vous êtes quelle charge? Et puis on met en place des contre-mesures. Si quelqu'un est dans une charge, ce qu'on appelle rouge, une charge importante, on met en place des contre-mesures. On équilibre cette charge de travail, on aborde les risques patients importants, on détermine, il y a des risques patients dans chaque unité, là on les annonce et puis on parle de contre-mesures. Et puis si on a un kiné qui est là, un physiothérapeute, si on a un médecin, effectivement en fonction du risque patient, on peut voir quelle est la contre-mesure la plus adaptée. C'est un moment important pour parler de reconnaissance. Le collaborateur, il est au centre de ce projet-là. Il y a le patient, mais il y a aussi le collaborateur. Donc, on va rechercher sa satisfaction. On va lui demander, j'ai vu qu'il y a une question qui touchait à ça tout à l'heure. On va demander quotidiennement la satisfaction du collaborateur. Alors, il y a plein de moyens pour le faire. Maintenant, il y a aussi on utilise des QR codes, on utilise beaucoup de moyens qui ont été développés pour aller rechercher l'insatisfaction du collaborateur. Et puis, on va rechercher aussi la satisfaction des patients. Et puis, surtout voir s'il y a des patients qui sont insatisfaits, d'avoir des boucles rapides d'action pour aller voir ce qui se passe au plus près du patient. Donc, c'est un outil de performance d'équipe, c'est un outil managérial important, j'insiste. Et vraiment, c'est quelque chose que je trouve fondamental pour tout cadre, en tout cas cadre dans une unité de soins, mais c'est transposable partout. En 7 minutes, on a l'image de l'unité. On sait comment, on sait la charge de travail, on voit les patients à risque, on voit un peu le climat, la température de l'unité. Donc, c'est vraiment un outil génial pour donner un tempo d'unité. Et puis, c'est un rituel qui est finalement assez facile à organiser et qui devient assez rapidement quelque chose d'essentiel. Peut-être répondre à une question rapidement sur qui anime les huddles. Mais Karine a répondu. Parfait. Karine est notre assistante projet et qui coordonne. Elle fait partie de notre équipe et je crois qu'elle a magnifiquement répondu. Parfait. On peut continuer. Autre point important, autre rituel important, on établit avec les équipes donc des points de coordination, les points de coordination qui sont plus au niveau des secteurs. On a le huddle qui est de l'interpro et après on va dans les secteurs de soins, donc on organise les unités en les sectorisant et puis on travaille donc là avec des binômes, avec des trinômes, avec les soignantes, avec le médecin peut venir aussi pour organiser la visite au sein du secteur. On est au plus proche du patient, donc on reprend les risques patients. On se dit finalement ce patient-là il est à risque, qui est-ce qui va s'en occuper? Est-ce qu'on doit le voir de manière plus rapprochée qu'un autre patient? Donc, on va aussi déterminer des actions, je dirais, au plus proche du patient, au plus proche de l'unité, enfin de la sectorisation, et puis pouvoir organiser une visite médicale, un ordre de visite médicale, pour que le patient, finalement, il ait sa thérapie, et la visite médicale, et son pansement. Donc, le challenge, c'est ça. Et la coordination qu'on fait
plusieurs moments de la journée. C'est fait en fait pour organiser les 2 heures qui viennent et puis pour se coordonner en binôme ou en trinôme. Une solution phare qu'on retrouve en tout cas nous dans toutes les unités réorganisées au niveau des hôpitaux universitaires de Genève, c'est le tableau patient. Le tableau patient, c'est le tableau du patient. J'insiste parce que c'est vraiment son tableau. Dans le tableau, on retrouve qui va s'occuper du patient. Donc, on a les soignants qui le documentent en interaction avec lui tous les jours. Quelle est l'infirmière, quel est le médecin, quelle est l'aide-soignante, quel est l'agent hôtelier, puisque nous, on a aussi des agents hôteliers. Et puis, on a une phrase sur laquelle j'insiste, qu'on pose aux patients tous les jours, c'est « Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui ?» C'est une phrase qui paraît anodine, mais au final, quand un soignant rentre dans une chambre, il a un but pour rentrer dans la chambre, mais ce n'est pas forcément ce que peut attendre le patient. Donc, on est centré patient, on note tous les jours, on lui demande qu'est-ce qui est important pour lui aujourd'hui. Et puis, accessoirement, ce tableau nous permet de faire une communication assez structurée avec le patient, c'est-à-dire de faire le tour de ses besoins, de voir s'il a des rendez-vous, de lui rappeler les rendez-vous, de lui rappeler qu'il est à jeun ce jour-là, de lui rappeler qu'il y a des choses importantes sur la journée. Et puis, ça permet aussi d'être un support pour que les proches puissent communiquer aussi avec les équipes et avec lui. On y va. Merci pour les retours positifs sur ce tableau patient. Nous aussi, ça nous enthousiasme au quotidien. Alors là, on passe à la phase contrôle et puis je vais accélérer un petit peu parce que je vois qu'il est 11h52. Donc la phase contrôle, nous, en fin de compte, alors évidemment, ça fait partie de la méthode, mais pour nous, vraiment, on s'applique l'équipe à ne pas être vue comme une équipe de contrôleurs. On essaye vraiment de rendre autonomes les équipes pour que d'eux-mêmes, avec leurs responsables, essayent de suivre le cap que Bernard vous a expliqué dans la phase définir les ambitions, en fin de compte. Les ambitions sont définies, maintenant c'est comment on y arrive, comment on applique les standards, on ne vise pas la perfection, on va s'appuyer sur l'amélioration continue et puis sur la politique des petits pas. On n'attend pas des résultats parfaits dès le début, c'est vraiment un changement de culture. Donc la phase contrôle, ok, comment on y va, mais c'est surtout une phase d'accompagnement et je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Alors, comment ça se passe chez nous? Donc, je reprends le déroulement du projet et là, je suis sur la phase finale, l'encadré bleu. Donc, en fin de compte, une fois qu'on a lancé un projet dans une unité ou même dans un autre service, comme je vous ai dit, chez les transporteurs, alors là, on va revenir toutes les 6 semaines une fois, c'est ce qu'on appelle une review. Donc, du coup, les reviews, on va de nouveau aller sur le terrain avec l'équipe qu'on a formée, essayer d'observer s'il y a des nouveaux gaspillages ou si on est passé à côté d'autres gaspillages. On va se baser sur les standards écrits que Bernard vous a montrés sur certaines solutions. Et puis là, on va essayer de voir s'il y a des écarts aux standards. S'il y en a, c'est OK. Mais du coup, est-ce qu'ils ont besoin de plus de coaching? Et dans ces cas-là, comment on le fait? Ou alors, est-ce qu'on doit repasser de ce standard dans l'amélioration continue parce que ça ne convient plus à nos pratiques? Les standards, du coup, je vous en parlais. Nous, on travaille aussi, notre équipe, avec des standards, donc un standard pour le coaching et un standard pour du feedback. Notre standard de feedback n'est pas un standard que positif, c'est vraiment, on assure que les équipes progressent grâce au feedback. Et on essaye vraiment de les pousser à l'introspection pour les rendre autonomes. Donc, du coup, toujours dans ces reviews, on va chercher ce qui va bien pour capitaliser dessus, les pistes d'amélioration. On a modifié un petit peu la matrice que vous devez connaître. Et donc là, c'est pour arriver jusqu'à un plan d'action. Qu'est-ce qui a besoin de coaching? Qu'est-ce qui a besoin d'amélioration? Jusqu'à la prochaine review, jusqu'à la prochaine rencontre qu'on aura avec cette équipe sur le terrain. Et puis, pour faire vivre tout ça,
il faut faire vivre l'amélioration continue. Alors, chez nous, donc aux HUG, nous avons mis en place des rituels d'amélioration continue qu'on appelle Kaizen, donc le bon changement. Donc voilà, c'est des rituels en général, une fois par mois. C'est difficile de les planifier, mais en même temps, on est convaincus et nous recommandons de donner du temps aux collaborateurs pour l'amélioration continue. Parce que si on ne donne pas du temps, on va avoir du mal à avancer. Donc, un tableau papier qui s'est transformé en tableau donc digitalisé. On l'a développé en interne. L'idée, c'est que les collaborateurs puissent identifier un irritant, un problème, mais pas que. Proposer une solution, le discuter en équipe, le développer, le tester avec un début et une fin, parce que souvent, on voit que les phases test durent et perdurent. Donc, une phase vraiment de fin de test pour l'analyser et l'adopter ou revenir à un autre développement si on a tapé à côté. On arrive sur la fin. Voilà, dernière slide pour un petit résumé. Donc, c'est en gros quelques solutions qu'on met en place, mais en tout cas, on rapproche le plus possible les soignants vers le patient avec une visite médico-soignante en partenariat avec le patient, ainsi que des transmissions. Alors ça, c'est assez novateur et c'est pas facile. C'est-à-dire que l'équipe du matin va passer les transmissions à l'équipe d'après-midi, passer le relais en partenariat avec le patient. Le tableau patient, on en a parlé, satisfaction collaborateur et patient, et puis les autres choses, on en a parlé aussi. Là, voilà, c'est la question, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Bernard l'a dit, mais pour répondre aux besoins des patients, il faut d'abord leur demander qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui. Et puis nous, en tant que soignants, on n'a souvent pas les mêmes besoins de traitement, etc., d'accompagnement. Donc, allons chercher vraiment leurs besoins. Pour nous, c'est primordial. Et voilà, on termine. On a terminé maintenant les présentations. Je souhaite vraiment remercier avec grande amitié et puis une grande sincérité ce que viennent de vous partager Audrey et Bernard. Voilà, ils sont appliqués, ils ont un sens humain qui est extrêmement développé et ils sont capables d'appliquer, de prendre en considération cette sensibilité humaine tout en développant des standards, en étant capable de les faire vivre, de les améliorer, de les adapter aux situations. Et voilà, je les trouve particulièrement dynamiques et inspirants. Donc, j'espère que vous avez profité de leur belle expérience. Merci Laurent, parce que tu nous accompagnes du coup pour la certification Black Belt et tu as accompagné donc plusieurs de nos équipes. Ça, c'est précieux pour nous. Et puis, tous ces échanges, parce que XL, ça nous permet aussi de faire le lien en continu entre la méthode et le terrain. Donc, merci pour tes conseils pour notre nouveau projet où on est sorti un peu de notre zone de confort. C'est vraiment très chouette. Moi, j'ajouterais juste que c'est un projet super enthousiasmant. Nous, vraiment, on s'éclate à faire ça. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est vraiment un changement sur le terrain, un impact important. Et voilà, c'est vraiment magnifique. Parfait. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois pour cette super animation. Je confirme que c'était très intéressant. Et du coup, dans le chat, ils ont l'air d'être plutôt d'accord avec moi. Donc, vraiment, merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de questions. J'ai vu que vous avez essayé de répondre quand même à pas mal. N'hésitez pas, du coup, donc là, je m'adresse à tous les participants. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, vous avez normalement tous mon adresse mail. Dans tous les cas, je vous affiche une dernière slide justement avec nos coordonnées. Et comme ça, je n'hésiterai pas à transférer à nos animateurs pour qu'ils puissent répondre à vos questions. Du coup, avant de terminer, je vous affiche une slide avec les prochaines dates de nos webconférences. Nous aurons une webconférence sur le coaching managérial le 20 juin. Ensuite, nous avons une petite trêve estivale et nous reprenons le 19 septembre avec une webconférence sur le Lean et ISO.
Et ensuite, une webconférence le 17 octobre sur la transition écologique. Et notamment, on va un petit peu plus développer les outils. Donc voilà, comme je viens de vous dire, je vous affiche cette dernière slide. Vous avez notre numéro de téléphone, notre adresse mail. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez encore des questions. Je me ferai un plaisir de transférer aux animateurs. Merci à tous pour votre participation et un grand merci aux animateurs. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup.